Bonjour Karim Zeribi, Bonjour Aïcha. merci d'avoir accepté cet entretien. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Me présenter très rapidement, je suis ancien député européen, j'ai été élu à Marseille, plusieurs mandats locaux. Aujourd'hui, je suis chef d'entreprise et je suis un homme de médias puisque je suis en contrat avec le groupe Bolloré. Karim Zeribi, on va commencer avec cette actualité de ces derniers jours, à savoir cet échange entre le président Macron et Tebboune en début de semaine. Un coup de fil et vraisemblablement une rencontre bientôt prévue qui apporterait une fin à la crise diplomatique entre Alger et Paris. Qu'en pensez-vous? J'ai envie de dire, il était temps. Il était temps que la voie de la diplomatie reprenne, je dirais, sa place dans la relation entre la France et l'Algérie. On a trop longtemps laissé des personnages s'immiscer dans cette relation pour jeter de l'huile sur le feu, créer des tensions, des crispations inutiles qui font perdre du temps à la fois à la France et à l'Algérie, qui sont deux grands pays qui ont vocation à regarder en face leur passé douloureux, mais surtout à entrevoir l'avenir, avec une coopération dans les domaines migratoires, sécuritaires, énergétiques, économiques. L'Algérie est un grand pays qui est une puissance méditerranéenne, puissance africaine. Et la France est un grand pays à l'échelle de l'Union européenne, du continent européen. Donc ça doit être normalement, cette relation France-Algérie, la courroie de transmission entre l'Europe et l'Afrique. Et j'ai envie de dire, heureusement que le président Macron a décidé de décrocher son téléphone, d'appeler le président Tebboune pour remettre à plat cette relation et relancer à la fois les accords qui avaient été passés à travers le traité d'amitié. Puisque c'était le dernier traité qui avait été signé entre la France et l'Algérie, et mettre fin, j'ai envie de dire, aux excitations inutiles de Bruno Retailleau, qui était devenu le ministre des Affaires algériennes, puisque matin, midi et soir, il parlait de l'Algérie, telle une obsession permanente. Donc voilà, il est mis sur le côté à travers le communiqué joint qui a été signé entre le président Macron et le président Tebboune. Il n'y a plus de Bruno Retailleau, il va enfin s'occuper des affaires intérieures, puisque c'est quand même son rôle. Hein. Donc on a envie d'être protégé quand on est citoyen français. Et jusqu'à présent, son bilan, c'est un zéro pointé en matière de sécurité publique. Donc il va essayer de s'occuper de ça. Et puis derrière, Jean-Noël Barrot va reprendre attache avec son homologue, M. Attaf, ministre des Affaires étrangères algérienne. Et ensuite, derrière, le président Macron et le président Tebboune vont relancer cette coopération plus que jamais indispensable. Est-ce qu'on peut revenir sur la genèse de cette crise diplomatique? Oui, la genèse, on la connaît. La genèse, il y a plusieurs sujets. D'abord, il y a un sujet qui était la reconnaissance du Sahara, version Sahara marocain de la part de la France, alors que la France, jusqu'à présent, avait une position plutôt onusienne, donc respect de la position des Nations Unies. L'Algérie, très sensible à cette question, puisqu'elle est pour l'autodétermination des peuples. C'est dans les principes fondateurs de l'Algérie. Hein. L'Algérie est un pays qui a obtenu son indépendance par la résistance, par la guerre, par le sang, hein, il faut le dire, avec douleur, mais avec des femmes et des hommes qui se sont battus. Et l'Algérie a toujours défendu l'autodétermination des peuples, quel que soit l'endroit dans le monde où les choses se situent. Et donc, en matière je dirais de Sahara occidental, l'Algérie estime qu'il faut en passer par un référendum, définir un corps électoral, et les Nations Unies ont un envoyé spécial. La France a décidé d'aller au-delà de la position des Nations Unies, de reconnaître le Sahara occidental avec l'approche qui est celle de l'autonomie défendue par le Maroc, dont acte. Ça a créé un bisbille entre les deux. Je pense que la France s'entende bien avec le Maroc, que la France épouse les thèses du Maroc, ne doit pas empêcher la France d'avoir de bonnes relations avec l'Algérie. Alors l'Algérie a eu une réaction sur le moment. Cette réaction, on l'a eu aussi avec l'Espagne, il y a quelques mois. Mais ça ne peut pas être éternel, ça ne peut pas durer, cette relation de froid entre les deux pays. Et donc là, derrière je dirais, ce sujet sensible, s'est greffé d'autres thématiques, la reprise des OQTF, l'affaire Boilem-Sansal, mais tout ça quand même très instrumentalisé par une classe politico-médiatique française plutôt à l'extrême droite et à la droite extrême, il faut le dire. Et ces gens-là ont une forme de rancœur, de nostalgie, je dirais, d'une France dominante, mais une domination perdue en réalité. Parce que l'Algérie n'est plus un département français.
Donc, l'Algérie et les citoyens algériens ne sont plus traités sous le code de l'indigénat. Et je pense qu'il y en a certains qui se sont arrêtés à une certaine séquence de l'histoire. L'Algérie est un pays indépendant, souverain, qui a une justice indépendante aussi, qui a des lois, qui a des règles. Et même si on peut désirer, vouloir la libération de Blaise Sensal, on peut le faire et le revendiquer en respectant l'Algérie, en respectant ce pays, en respectant sa justice, et en demandant éventuellement, comme l'a fait le président Macron, un geste humanitaire par la grâce présidentielle, pourquoi pas, du président Tebboune dans les prochaines semaines et les prochains mois, ce que je souhaite personnellement. Mais on peut le faire sans humilier l'Algérie, sans insulter l'Algérie. Donc, derrière le Sahara occidental, c'est greffé l'affaire Blaise Sensal, et puis la question des OQTF, mais là aussi, instrumentalisé par Bruno Retailleau. Quand on sait que l'Algérie reprend en pourcentage le même nombre d'OQTF que le Maroc et la Tunisie, et en prend plus que le Mali. Vous avez vu Bruno Retailleau créer un problème diplomatique avec le Mali? Moi non. Vous avez vu Bruno Retailleau évoquer le Maroc, la Tunisie comme il évoque l'Algérie? Je ne l'ai pas vu. Donc, il a une obsession algérienne. En fait, il pense que ça va aller dans le sens de son électorat. C'est une affaire purement électoraliste. Mais je veux dire, l'intérêt général, il n'est pas pris en considération. L'intérêt de la France n'est pas pris en considération. La France était le premier partenaire commercial de l'Algérie. Avec ces positions-là, la France est rétrogradée au 4e rang des pays dans la relation commerciale avec l'Algérie. Il y a 11 milliards d'échanges entre la France et l'Algérie. Il y en a 21 milliards entre l'Algérie et l'Italie. Rendez-vous compte. Donc, la place que prend l'Italie aujourd'hui, notamment dans les échanges économiques, d'hydrocarbures, 40% des hydrocarbures qui alimentent l'Europe passent par donc le pipeline Transmed qui va directement vers l'Italie. Alors que l'Algérie alimente la France entre 8 et 10% de gaz. Et les entreprises françaises ont besoin d'une relation apaisée pour prospérer, pour se développer. C'est l'intérêt économique de la France, mais Bruno Retailleau n'en a que faire. Bruno Retailleau voulait aller dans le sens d'une crispation, d'une tension, alimenter les rancœurs, aller vers une nostalgie, voilà, encore une fois, d'une domination qui est perdue. Regardons devant. Regardons devant. Pourquoi, selon vous, cette crise diplomatique a-t-elle été gérée avec aussi peu de rationalité? Parce que je pense qu'il y en a certains qui ont intérêt à ce qu'on soit dans une relation irrationnelle. En ne regardant pas l'histoire en face, et encore une fois, moi je le dis souvent, mais je le rappelle, ici avec vous, reconnaissance n'est pas repentance. On doit reconnaître l'histoire. Quand on est un Français, quand on aime son pays, on regarde son histoire en face. Notre histoire de France est faite d'ombre et de lumière. On a des pages sombres avec la colonisation. Quand Jean-Michel Apathy s'est exprimé, il n'a dit que la vérité. Tout le monde lui est tombé dessus. Heureusement, donc une pléiade d'historiens sont venus à sa rescousse pour expliquer que Jean-Michel Apathy avait raison. Mais l'histoire de France, elle n'est pas enseignée comme il se doit, notamment la période coloniale. Moi, lorsque j'étais enfant à l'école de la République, on ne m'a pas expliqué les drames de la colonisation. Donc l'ignominie de l'action française, notamment en 1830. Faut-il rappeler quand même qu'il y avait 3 millions d'Algériens lorsque les Français ont mis le pied sur Sidi Ferruch en 1830. En 1870, 40 ans après, il y avait 2 millions d'Algériens. 1 million d'Algériens de moins en 40 ans. Où sont-ils passés? Si ce n'est massacrés, tués, génocidés. Ben oui, moi je le dis. À un moment donné, il faut mettre des mots. Oui, le président Macron a dit en pleine campagne des crimes contre l'humanité. Oui, il y a des crimes contre l'humanité qui ont été commis par la France. Il y a même des généraux français, de l'armée française, tout au long de ces 130 ans, qui ont reconnu après coup, peut-être qu'ils dormaient mal, les drames de cette colonisation, les drames de leurs actions, les crimes qui ont été commis, les enfumades dans les grottes avec des femmes, des enfants, des vieillards, les terres qui ont été dévoyées, les Algériens expropriés. Et à un moment, ça a été un massacre. Si on le dit, on le reconnaît, une bonne fois pour toutes, pas de manière séquencée, une bonne fois pour toutes. D'ailleurs, le communiqué que nous évoquions au début de notre entretien indique que la commission Stora, qui est une commission mixte d'historiens français et algériens, va reprendre ses travaux et doit livrer un résultat, un rapport, avant l'été 2025. Très bien, dont acte. Une fois qu'on aura regardé l'histoire en face, qu'on aura reconnu les crimes de la colonisation, l'horreur de la colonisation, on pourra aller vers des pages plus glorieuses de coopération, d'avenir, de fraternité entre ces deux grands peuples. Il n'y a pas de sentiment anti-français en Algérie, contrairement à ce que certains racontent. La majorité des Français veulent une bonne relation avec l'Algérie, pas seulement parce qu'il y a 5-6 millions de Français d'origine algérienne, il y a une diaspora très importante, c'est la plus importante au monde, la diaspora algérienne en France.
Mais pas seulement pour ça, parce que les Français veulent une relation apaisée, ils sont lucides, ils savent très bien qu'avoir un partenaire comme l'Algérie, donc aux portes du continent africain, c'est un partenaire stratégique, sur le plan sécuritaire, lutte contre le terrorisme, partenaire énergétique, partenaire économique, partenaire en matière de coopération, les jeunesses ensemble, donc la recherche, ce pays Mais est jeune. vous estimez qu'il y a un sentiment anti-algérien en France? Il y a une partie de la classe politique qui tente de raviver un sentiment anti-algérien. Il n'y a pas de sentiment anti-algérien chez l'immense majorité des Français. Je ne le crois pas. L'immense majorité des Français souhaitent une démarche de respect vis-à-vis de l'Algérie, ont tourné la page de la colonisation et veulent regarder ce pays avec un regard moderne, un regard, je dirais, positif, avec une coopération. Après, il y a des affaires diplomatiques qui parfois créent des tensions, mais tout ça se règle par les voies de la diplomatie. Et les voies de la diplomatie, c'est le respect mutuel, c'est une parole qui positionne le débat d'égal à égal. C'est pas une position de domination, d'arrogance, c'est pas bomber le torse, c'est pas donner des coups de menton. Bruno Retailleau est à côté de la plaque. C'est pas une stature d'homme d'État, ça. Retailleau, Ciotti, Bardella, Wauquiez, c'est des petits hommes politiques, ça. C'est pas des grands hommes politiques, ils n'ont pas de stature, ces gens-là. Et donc, ils vont chercher un électorat vers lequel ils veulent raviver une forme de rancœur. La domination perdue que j'évoquais. Donc, tournons la page, reconnaissons les actes ignobles de la colonisation et projetons-nous vers l'avenir avec une coopération gagnant-gagnant. Ces deux pays ont intérêt à travailler ensemble, main dans la main, en fraternité. Et les OQTF seront repris par les Algériens et les relations économiques seront meilleures. Il y a même aujourd'hui des entrepreneurs algériens qui ont envie de délivrer leurs produits, parce que l'Algérie fabrique du Made in Algeria, dans le domaine agroalimentaire et autres, les fruits et légumes, de délivrer tous ces produits-là sur le continent européen. Ça peut passer par la France. Ça ne tient qu'à nous. Donc il faut qu'on aille vers une relation beaucoup plus apaisée, apaisante. Mais sur les OQTF, une chose importante, il faut faire les choses dans les règles. Ce n'est pas la justice algérienne qui a désavoué Bruno Retailleau lorsqu'il a voulu expulser un influenceur. C'est la justice française. Il a été retoqué par la justice française. Donc qu'on ne se méprenne pas. C'est lui qui n'a pas respecté les règles des conventions de 74, de 94, la manière dont on doit être dans un rapport consulaire, d'État à État, lorsqu'on veut expulser quelqu'un. Non, Bruno Retailleau, mais les gens dans l'avion, allez, reprenez-les. On parle à qui, là? Peu de respect. Je veux dire, heureusement que le président de la République a mis les points sur les barres sur les T et a mis Retailleau de côté. Vous citiez Jordan Bardella, il a récemment déclaré « Nous avons donné à l'Algérie son indépendance, elle doit maintenant nous donner la nôtre ». Et vous avez vivement réagi à cette sortie. Je pense que Bardella doit retourner à l'école. Il faut qu'il mette un peu son nez dans les livres d'histoire. Au nom de quoi et depuis quand la France a donné son indépendance à l'Algérie? Je crois qu'il confond l'Algérie, le Maroc, la Tunisie. Je pense qu'il pense que l'Algérie était un protectorat et que tout ça s'est fait en douceur. Donc, non, c'est une guerre qui a libéré l'Algérie. Avec des résistants, avec des combattants, avec le peuple algérien qui s'est organisé donc en son sein, à la fois sur le terrain national, mais aussi le terrain extérieur, puisqu'il y avait des forces de la résistance algérienne qui se situaient à l'extérieur du pays, d'autres à l'intérieur, et qui ont tout fait pour faire en sorte que la France abdique. Et décide je dirais, d'abandonner cette guerre qu'elle était en train de perdre. Elle perdait des hommes, elle perdait du terrain, et le général de Gaulle a décidé d'aller vers quelque chose qui était, je dirais, une décision de lucidité, d'objectivité par rapport à ce qui se passait sur le terrain. Et d'ailleurs, le peuple français, par référendum, s'est prononcé, a accepté effectivement la décision du général de Gaulle de céder et d'arrêter cette guerre. Mais l'Algérie a obtenu son indépendance par la guerre. Et pas par la bonne volonté de quelques politiques que ce soit, en douceur, de manière sereine et tranquille. Bardella, il ne sait pas ce qu'est l'histoire de France. Dans cet entretien entre le président Macron et Tebboune, le chef de l'État a appelé son homologue algérien à, je cite, « un geste de clémence et d'humanité » envers l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal. Il a été condamné, je le rappelle, à 5 ans de prison en Algérie. Est-ce que vous comprenez cette mobilisation française et puis plus globalement européenne contre cette condamnation ? La mobilisation, j'allais dire, d'une grande partie de l'extrême droite, pour ne pas dire l'extrême droite et la droite extrême, autour de Boualem Sansal, mais aussi d'une partie de l'intelligentsia française,
Elle a été faite d'un côté par certains pour instrumentaliser la relation France-Algérie, de l'autre par sincérité pour un écrivain que les gens estimaient ne pas devoir être incarcéré, notamment par des propos qui sont condamnables en Algérie, mais que la France estime relever de la liberté d'expression. Donc moi je peux comprendre effectivement que des voix se soient élevées. Je fais la part des choses entre ceux qui ont voulu instrumentaliser l'incarcération de Boualem Sansal, de ceux qui sincèrement ont demandé sa libération. Moi je fais partie de ceux qui souhaitent que Boualem Sansal soit libéré, mais il soit libéré tout en, encore une fois, en respectant l'Algérie, en respectant la justice algérienne, donc, et en demandant un geste à l'Algérie. La France possède une justice, des lois dont on parle beaucoup en ce moment, qui sont parfois critiquées de l'étranger, mais nous avons notre code pénal et nous demandons le respect de celui-ci. L'Algérie fait la même chose, elle demande le respect de sa justice, de son code pénal. Après, nous avons le droit de demander un geste pour la libération de Boualem Sansal, qui est un écrivain aujourd'hui, avec lequel je ne suis pas d'accord, parce que je ne suis d'accord en rien sur les propos et les écrits de Boualem Sansal, mais je demande effectivement à ce qu'il y ait un geste du président Abdelmadjid Tebboune, une grâce présidentielle après la décision de justice qui consiste à le condamner d'une peine de 5 ans. Oui, personne âgée, personne malade, écrivain, je pense qu'il serait effectivement de bonne aloi de le voir retrouver, recouvrer la liberté, quitter l'Algérie et terminer sa vie sereinement. Quand on évoque l'Algérie, le Maroc n'est jamais très loin. Comment voyez-vous l'évolution des relations entre ces deux pays ? Je fais une distinction dans la relation France-Algérie entre les États et les peuples. Pour moi, les peuples algériens et marocains sont des peuples frères. Et d'ailleurs, je dirais la même chose pour l'ensemble du Maghreb. Que Tunisie, Algérie, Maroc, pour ne citer que ces 3 pays du Maghreb, sur les 5 pays du Maghreb, donc si je mets de côté la Libye et la Mauritanie, les 3 pays du Maghreb ont des similitudes, des proximités, une fraternité évidente. Et je crois que rien ne peut entamer cette fraternité-là. Même les distensions, les crispations politiques, diplomatiques qui peuvent exister parfois dans des séquences de l'histoire entre ces pays, et notamment en ce moment entre l'Algérie et le Maroc. Oui, il y a un désaccord sur le Sahara occidental entre l'Algérie et le Maroc. Ce désaccord doit se traiter, je dirais, au siège des Nations Unies, avec l'ensemble des membres à la fois du Conseil de sécurité, mais aussi de tous les pays qui siègent, les 193 pays qui siègent aux Nations Unies. Et il faut qu'on en sorte à un moment donné. Ça ne peut pas être une brouille éternelle que cette brouille-là. Le Maroc a une position. Je la respecte, l'Algérie a une position, je la respecte également, au nom de leurs principes respectifs. Donc la France ne doit pas être là pour, créer une forme de fossé supplémentaire entre ces deux nations. La France doit être une puissance et une force, de médiation. La France devrait œuvrer d'ailleurs au Grand Maghreb. Parce que l'union du Maghreb, c'est l'intérêt de la France. Si la France demain avait un interlocuteur pour évoquer la Tunisie, l'Algérie et le Maroc dans des relations économiques, des relations de business, elle serait gagnante, l'Europe y compris. Et je pense que ces 3 pays ont beaucoup à faire ensemble en matière de coopération. D'ailleurs, les sociétés civiles travaillent beaucoup ensemble. La ligne aérienne Alger-Casa, lorsque la ligne aérienne était ouverte, était une ligne qui était des plus fournies. Parce que les sociétés civiles travaillent ensemble, il y a des mariages mixtes, il y a des échanges économiques, il y a du business qui se fait entre les 2 pays. Voilà. Moi, j'ai du respect pour nos frères marocains et tunisiens. Ils en ont pour les Algériens. Donc, il ne faut surtout pas, là encore une fois, se laisser instrumentaliser par ceux qui voudraient fragmenter la fraternité maghrébine. Justement, est-ce que vous estimez que cette rivalité entre le Maroc et l'Algérie est peut-être instrumentalisée par des puissances étrangères ? Elle peut être instrumentalisée, cette relation entre l'Algérie et le Maroc, par des puissances étrangères, mais elle peut être instrumentalisée aussi de l'intérieur par des gens qui n'ont pas envie que la relation soit positive et fraternelle. Mais encore une fois, je pense que les peuples sont beaucoup plus puissants que ces, petits jeux de tension et de crispation que les uns et les autres essaient de créer. Il y a un immense respect entre les peuples. Et cet immense respect, il faut l'entretenir, il faut le cultiver. Et encore une fois, personne ne pourra rien faire. Donc ce sont 3 pays, la Tunisie, le Maroc et l'Algérie, qui ont une religion commune déjà. C'est important, ces 3 pays musulmans qui ont, une langue commune. Donc ils peuvent communiquer et qui
qui ont des coutumes communes, une culture commune, une gastronomie très proche, pour ne pas dire commune. Je dirais, cette relation, elle est indélébile. On pourra faire ce qu'on voudra. En tout cas, moi, Karim Zeribi, j'œuvrerai toujours pour une relation de fraternité entre la Tunisie, l'Algérie et le Maroc. Toujours. Donc, qu'à cela ne tienne. Et ensuite, il y a la diplomatie, les désaccords politiques d'État à État qui doivent se régler et qui se régleront, je l'espère, un jour, donc durablement. Parce qu'encore une fois, je pense que l'intérêt des trois pays, c'est de faire l'union du Maghreb. L'union du Maghreb, c'est 2 points de PIB pour chaque pays. Et 2 points de PIB, c'est pas rien sur le plan économique. C'est des emplois, c'est l'avenir d'une jeunesse, donc c'est la puissance d'un continent, qui est le continent africain. Ces 3 pays sont à la pointe et peuvent être à la pointe du continent africain, tel un hub. Donc passer de l'Europe vers l'Afrique, c'est un passage obligé par les 3 pays du Maghreb. Donc, il faut à un moment donné qu'on aille vers une relation de création d'infrastructures communes, de vision partagée sur le plan géopolitique. On parle du Sud global souvent. Donc, dans ce Sud global, normalement, ces 3 pays en font partie. Après, il ne faut pas céder aux instrumentalisations, aux tentations de division. Donc on voit qu'il y a des pays, des puissances là, qui viennent investir au Maroc, mais qui viennent investir au Maroc peut-être en laissant planer le doute sur la sécurité de l'Algérie, donc à la frontière, qui essaye un peu de lancer un peu des pics, de laisser planer des menaces. L'Algérie ne se laissera pas impressionner, ne se laissera pas faire. C'est la 24e puissance militaire au monde. Donc, et on sait très bien qu'un grand pays, il s'appuie sur quoi? Puissance énergétique, puissance militaire, démographie. Ces 3 dimensions, l'Algérie les possède. Donc, il faut que maintenant, l'Algérie mette en œuvre une politique de développement accélérée. Et je suis convaincu que ça sera un pays phare du continent africain, non seulement par la superficie, c'est le plus grand pays du continent africain, c'est le 10e plus grand pays au monde, mais je dirais au-delà, sur tout le bassin méditerranéen, l'Algérie sera une puissance rayonnante. Mais en fraternité avec ses voisins, de l'Ouest et de l'Est. Est-ce que vous estimez que ces tensions peuvent aussi être alimentées par peut-être une volonté de leadership de l'Algérie sur le Maghreb? Le leadership, c'est quelque chose qui, j'allais dire, qui est une compétition saine. En France et en Europe notamment, on a un leadership entre la France et l'Allemagne. Donc le leadership européen est partagé. On parle de l'axe franco-allemand, du couple franco-allemand. Et on sait très bien que parfois, il y a une compétition entre l'Allemagne et la France. S'il y a une compétition entre le Maroc et l'Algérie de temps à autre, elle n'est pas malsaine de mon point de vue. Donc, il ne faut pas la voir de manière négative. Cette compétition, il faut l'assumer, mais à un moment donné, elle ne doit pas être faite de coups bas. Elle doit être transparente, affichée, et en même temps servir aussi l'intérêt du Maghreb dans son ensemble et le continent africain dans sa globalité. Donc on ne doit pas jouer des intérêts uniquement particuliers. On est toujours perdant quand on fait ça dans la durée. En parallèle de ces tensions, l'Algérie tend à se diversifier économiquement et stratégiquement. Je pense notamment à la signature très très récente d'un accord de plus d'1 milliard de dollars avec le Royaume-Uni dans le secteur agroalimentaire. Comment est-ce que vous la jugez, cette diversification économique, stratégique de l'Algérie vis-à-vis du reste du monde? L'Algérie a pris conscience, avec l'arrivée du président Tebboune notamment, donc qui entame son 2e mandat depuis l'élection qui a eu lieu en septembre dernier, de la nécessité de produire algérien. L'Algérie importait 90-95% de tout ce qu'elle consommait et elle exportait principalement des hydrocarbures, le gaz et le pétrole. Aujourd'hui, l'Algérie a une stratégie de diversification de son économie. Donc, elle le fait de manière accélérée dans le domaine de l'agriculture. Il faut savoir quand même que l'Algérie possède ce que moi j'appelle le pétrole vert. C'était le grenier de l'Europe, que l'Algérie, avant les années 60, et pas simplement le grenier de la France en matière de fruits et légumes, le grenier de l'Europe. Ça desservait Berlin, Bruxelles, et pas seulement Paris. Donc il y a un potentiel agricole extraordinaire, vu la superficie de ce pays, avec une terre qui est propice, tout pousse en Algérie. Donc, et je crois que c'est un secteur d'activité qui est en plein développement aujourd'hui, et pas simplement sur les céréales, le blé. On sait qu'il y a une stratégie pour être dans l'autosuffisance alimentaire. Donc il faut la poursuivre. Ensuite, il y a toute la stratégie industrielle, fabriquée algérienne. Prenez par exemple l'électroménager aujourd'hui, l'Algérie n'importe plus.
Donc, elle fabrique de l'électroménager made in Algeria. Donc, c'est absolument indispensable. C'est créateur d'emplois. Donc, et puis, il y a un savoir-faire. Donc, vous prenez la question des nouvelles technologies aujourd'hui. Il y a énormément de start-up qui existent en Algérie, qui se développent avec des moyens qui ont été mis par le gouvernement algérien. Donc, c'est un pays aujourd'hui qui, à la fois sur l'énergie, ça c'était connu, sur l'agriculture, l'industrie, les nouvelles technologies, est en plein développement, en pleine diversification. Et je le disais tout à l'heure, donc il y a des produits aujourd'hui qui sont susceptibles non seulement de répondre au marché intérieur algérien, mais qui ont vocation à s'exporter. Donc on l'a vu avec la pâte à tartiner qui a tant fait parler d'elle, mais ça c'est un épiphénomène. Au-delà de cette pâte à tartiner, aujourd'hui il y a du fromage algérien, des confitures algériennes, il y a je dirais des produits agroalimentaires multiples qui sont fabriqués en Algérie, qui sont de très bonne qualité. Et aujourd'hui l'Algérie peut desservir et exporter et aller à l'international. Donc ce pays est en plein développement. 70% de la population moins de 35 ans, faut-il le rappeler, quand on a un continent européen qui est très vieillissant. Donc ça aussi c'est important quand on veut être une puissance énergétique, puissance démographique. Je parlais de la puissance militaire pour protéger les 7 frontières. Il y a 7 frontières quand même dans ce pays. Donc, et c'est important. Et il y a une puissance militaire aujourd'hui qui est reconnue par les plus grands observateurs. Il y a des services de renseignement qui ont su lutter contre le terrorisme pendant la décennie noire, donc avec un général et qui est une figure emblématique en Algérie, le général Toufik, qui était reconnu par la CIA, par les services secrets russes, français, qui travaillaient en coopération, une personnalité éminente. Donc derrière, il y a une relève qui a pris la suite, et donc il y a ce savoir-faire aussi. On ne se relève pas de 10 ans de terrorisme comme ça en claquant des doigts. L'Algérie s'est relevée. Donc l'Algérie a fait face au terrorisme. Donc je veux dire, sur la partie sécuritaire, prenez la question énergétique, la position géopolitique de l'Algérie, géostratégique, donc la capacité de produire algérien, la jeunesse algérienne, toutes les composantes sont là pour faire de ce pays une puissance, donc non seulement africaine, méditerranéenne, mais à l'échelle mondiale. Et d'ailleurs, il y a des accords qui sont signés aujourd'hui. Vous avez évoqué les Britanniques, mais avec les États-Unis, avec la Russie, avec l'Italie, avec la Chine, avec la Turquie. Il n'y a pas de partenariat exclusif du côté de l'Algérie. C'est pour ça que la France a perdu du temps avec cette période de tension. Rotaillou a desservi les intérêts français. Donc il faut aujourd'hui reprendre la tâche sur le plan économique, sur le plan culturel. L'Algérie, c'est un pays où on parlait français. Et aujourd'hui, la langue française perd du terrain, donc au profit de l'arabe, qui est la langue nationale, officielle, le berbère également, reconnu, langue officielle et nationale, mais l'anglais gagne du terrain. Donc il faut qu'on puisse toujours, nous Français, être présents, travailler de manière respectueuse, partenariat d'égal à égal. Et si on est dans cette posture-là, on aura des opportunités en Algérie, dans ce grand pays qui est je dirais, un pays d'avenir, encore une fois, avec une jeunesse algérienne qui n'a rien d'anti-français. Alors après, je ne veux pas vous dire que les débats qui traversent la société française laissent les Algériens indifférents. J'espère qu'on va y venir dans notre entretien. Mais on a le sentiment parfois qu'il y a une islamophobie galopante en France qui interpelle, mais pas simplement l'Algérie, qui interpelle les pays musulmans. Le Maroc, la Tunisie, l'Algérie se posent des questions quand ils regardent la France, matin, midi et soir, parler du voile dans les sorties scolaires ou du voile dans le sport, alors que la France a 3 000 milliards de dettes, que la France décroche sur le plan de la compétition économique, que la France est frappée de problèmes structurants énormes. Vous voyez que la France débat de ces sujets en permanence. Il y a un vrai sujet là quand même. Il va falloir qu'on regarde les choses en face. On va en parler. Karim Zeribi, vous pensez que la France a un problème avec ses musulmans ? Je pense que la France prétend lutter contre l'islamisme et le terrorisme, mais en réalité, elle le fait tellement mal qu'elle donne le sentiment de lutter contre l'islam et les musulmans. Dans quelle mesure ? Parce que tous les jours, on nous sort une polémique en lien avec l'islam et les musulmans. Je peux vous faire l'énumération. Sortie scolaire, les mamans, elles portent un foulard, entorse à la laïcité. Sont-elles délégataires de service public ? La réponse est non. Elles apportent un soutien à l'école publique républicaine dans les sorties scolaires. On les pointe du doigt. Les jeunes filles qui font du sport, les femmes qui font du sport, qui portent un foulard, est-ce que ça gêne les compétitions ? Dans le monde entier, aux Jeux Olympiques, on a eu des femmes qui portaient le foulard, qui montaient sur les podiums. Personne n'en avait rien à faire. En France, focus, obsession. Donc, pénurie d'œufs et d'huile pendant le ramadan. Les musulmans,
Ils sont pas loin. Donc, c'est certainement leur faute. Ils consomment beaucoup d'œufs, beaucoup d'huile. Vous voyez, une pause de 30 secondes donc pour le ramadan, pour prendre une date et boire un verre d'eau dans les matchs de football de Ligue 1. Partout, partout, dans tous les championnats européens. Donc, cette pause, elle est officielle. Ici, personne ne demande qu'elle soit officielle. Mais on se dit, peut-être que pendant un arrêt de jeu, les joueurs pourront prendre une date, boire un verre d'eau, 30 secondes, et ça repart. Ah non, entorse à la laïcité. On en fait des débats. On en fait des débats, je veux dire, quotidiens. C'est de la folie. Je veux dire, quand vous avez des musulmans qui vont à la mosquée, on va t'expliquer que ça met en danger le pays. On a 2 écoles sous contrat confessionnelles en France. Pour 7-8 millions de musulmans, 2 écoles sous contrat, on met à mal leur contrat. Donc, alors qu'il y a 7220 écoles catholiques et il y a 300 écoles de confession juive, judaïque. Donc, et non, 2 écoles sur contrat pour 8 millions de musulmans, on met à mal donc, ces contrats républicains. Il y a un sujet là, quand même, à un moment donné. Il y a un sujet. Et quand vous avez une mosquée qui se fait attaquer, taguer, dans les médias, on a du mal à en parler. Quand vous avez une synagogue ou une église qui se fait attaquer, là aussi, ça fait la une. Mais c'est bien que ça fasse la une. Parce que moi, je m'insurge contre la synagogue qui est attaquée, contre l'église qui est attaquée. Mais j'aimerais qu'on s'insurge aussi collectivement, au nom de la nation française, lorsqu'une mosquée est attaquée, lorsqu'une mosquée est incendiée. Et il y en a eu beaucoup ces derniers temps. Une femme voilée qui est attaquée sur la voie publique, une femme voilée, insultée, attaquée, pas un mot dans l'actualité. Donc, quelqu'un qui porte une kippa et qui est insulté, donc, on en fait l'ouverture du journal de 20h. Et c'est bien. Il faut en faire l'ouverture du journal de 20h. Parce que l'antisémitisme est inacceptable. Inacceptable. Il doit être combattu. Mais l'islamophobie aussi. Enfin, j'espère. Selon vous, d'où elle vient cette peur, cette crainte vis-à-vis de l'islam et des musulmans? J'essaye de l'analyser avec un peu de recul et je me dis que la visibilité musulmane peut inquiéter une partie de mes compatriotes qui ne sont pas de confession musulmane, pour certains et la plupart qui sont athées ou d'autres qui sont croyants d'une autre religion. Donc j'essaye de me mettre à leur place. Mais j'essaye de dialoguer en leur disant, mais de quoi avez-vous peur finalement, ce sont des générations qui arrivent, formées à l'école républicaine, qui aiment la France, et qui vont à la mosquée quand d'autres vont à la synagogue, ou d'autres aller à l'église, parce que les églises sont désertes. Mais c'est un ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, qui n'était pas un homme de gauche ni d'extrême gauche, qui disait, on ne va quand même pas reprocher aux musulmans d'avoir nos églises vides. Enfin, je veux dire, on ne va pas reprocher aux musulmans de voir les Français d'origine européenne ne plus faire d'enfants. On ne va pas reprocher aux musulmans je veux dire, de moins être croyants chez les Français qu'il était il y a encore quelques décennies. Il ne faut pas tout reprocher aux musulmans. Je veux dire, il y a une génération aujourd'hui qui, soit par une quête identitaire, soit par un retour à la foi, une nécessité là aussi, face à la société de consommation, peut-être de retrouver des valeurs moins matérialistes, qui se tournent vers l'islam. Mais je veux dire, en quoi ça met en danger l'idéal républicain ? En quoi ça met en danger les principes de laïcité ? Mais tout cela doit être respecté. Moi, je me battrai toujours contre les véritables entorses à la laïcité. Je me battrai toujours contre les fanatiques qui veulent porter atteinte aux lois de la République. Je me battrai toujours contre ceux qui dérivent, qui sont dans l'extrémisme, et pire encore dans le terrorisme. Mais pour moi, ceux-là sont sortis de l'islam. Et je ne veux pas qu'on confonde les musulmans à ceux-là. Ceux-là sont sortis de l'islam et on doit, donc à un moment donné, le dire. Et on doit lutter contre cela. Mais les musulmans, je veux dire, qui respectent les lois de la République dans leur immense majorité, qui respectent les principes de laïcité, qui aspirent à vivre normalement, qui se lèvent le matin, qui vont bosser, ont les mêmes problèmes que les autres Français. Je veux dire, ce sont des Français à part entière qui voudraient qu'on parle de pouvoir d'achat matin, midi et soir, qu'on parle de logement, qu'on parle d'écoles publiques qui fonctionnent, de santé, d'hôpitaux, de services publics. Mais au lieu de parler de ces sujets structurants qui touchent tous les Français dans leur diversité, on fait focus sur les musulmans et l'islam, en prétendant lutter contre l'islamisme et ses penchants violents que serait le terrorisme. C'est pas vrai. On ne lutte pas contre l'islamisme et les terroristes. On lutte contre l'islam et les musulmans. On a peur de cette religion parce que c'est la théorie du grand remplacement qui a gagné les esprits. Il y a une partie des Français vieillissants qui vont disparaître, comme nous allons tous disparaître, et il y a une génération qui arrive de Français nouveaux, différents, métissés, peut-être croyants, mais croyants en l'islam. Mais en quoi ça met en danger la France ?
En quoi ça mène à la fin? C'est comme quand on dit l'immigration, l'immigration. Mais sans l'immigration, le continent européen va mourir. Dans les 30 ans qui viennent, toutes les études disent qu'il faut 50 millions d'immigrés sur le plan économique, sur le continent européen. Et si on veut équilibrer notre système de retraite européen, il faut 100 millions d'immigrés dans les 30 ans qui viennent. C'est pas moi qui le dis, ce sont des experts. Oui, certains n'aiment pas l'entendre. Mais au nom de quoi? Mais est-ce que vous estimez que la France a le droit d'avoir une politique migratoire ferme? Je suis le premier à dire que la France doit gérer ses flux migratoires. Je suis le premier de dire que chaque État-nation souverain doit gérer ses frontières. Je suis le premier à dire qu'on a le droit de faire entrer qui on veut sur notre sol. Et les pays du Maghreb le font d'ailleurs. La Tunisie, et le Maroc ne font pas rentrer telle une politique de frontières ouvertes tous les étrangers ou les Africains subsahariens sur leur sol. Ils régulent les flux. Et nous avons, nous, Français, le droit de le faire, à l'évidence. C'est même un devoir. Pour bien intégrer, il faut bien gérer les flux migratoires. Mais ça ne veut pas dire immigration zéro, ça ne veut pas dire diaboliser l'immigré, ça ne veut pas dire le montrer du doigt. On doit parler de la gestion des flux migratoires, pourquoi pas d'une immigration choisie, je n'ai pas de problème avec le terme, mais on doit aussi évoquer tous les aspects positifs de l'immigration. Sinon, on ne dit pas la vérité, sinon on ne marche pas sur nos deux jambes, sinon on a une approche qui est erronée, qui est un mensonge. Mais pourquoi on aurait cette approche mensongère? Pour aller chercher un électorat donc, qui se durcit, qui s'extrémise, donc pour aller gagner les élections, mais c'est mener le pays à la perte. Ces gens-là qui se disent patriotes sont patriotes de rien en réalité. Quand vous menez votre pays à la perte, vous n'aimez pas votre pays. Moi j'aime mon pays, la France. C'est parce que j'aime la France que je dis gérons les flux migratoires, renvoyons les délinquants étrangers qui nous posent problème. Vous savez, les délinquants étrangers qui posent problème aussi aux étrangers en situation régulière. Hein. Ils posent aussi problème aux diasporas que nous représentons, diaspora maghrébine et d'Afrique subsaharienne. Hein. Je veux dire, dans l'immense majorité honnête, ces diasporas. Hein. Donc, on n'a pas envie d'avoir un délinquant clandestin sur notre sol. On dit qu'il doit retourner. Mais il peut retourner avec les conditions, je dirais, de respect des voies consulaires. On n'est pas obligé de le faire de manière à la hussarde. On doit le faire en respectant les conventions internationales, on doit le faire de la meilleure des manières, on doit le faire en relançant la relation diplomatique, une relation de respect. Et je suis convaincu que la relation Macron-Tebboune dont est sorti le communiqué permettra de voir l'Algérie par un dialogue relancé entre le ministre des Affaires étrangères français et le ministre des Affaires étrangères algérien, une reprise des OQTF, délinquants et dangereux par l'Algérie, à partir du moment où il y a un passeport biométrique, qu'il est démontré que ce sont des Algériens, que les voies consulaires sont saisies, l'Algérie les récupérera comme il se doit. Mais encore une fois, on fait les choses correctement. On fait les choses correctement. On ne se prend pas pour ce que nous ne sommes pas. J'ai l'impression que Rotaillot se prend pour Trump. Je veux dire, c'est de la folie. Je veux dire, des coups de menton. Je veux. Mais vous voulez quoi, M. Rotaillot? Vous dites je veux à vos enfants. Donc, vous ne dites pas je veux à l'Algérie. L'Algérie est un pays souverain. À l'Algérie, vous dites j'aimerais que nous discutions. J'aimerais que nous remettions en place telle convention. J'aimerais que vous puissiez discuter pour reprendre vos OQTF. Voilà ce qu'il faut dire. J'aimerais, je souhaiterais. On parle poliment, on parle avec respect. Ça n'a pas été le cas quand Bruno Retailleau s'exprimait sur l'Algérie. Et donc le président l'a mis de côté. Et il a bien fait. Est-ce que vous estimez qu'en termes de relations diplomatiques, notamment sur les questions migratoires, l'exemple de Mélanie, qui est pourtant plutôt ferme sur les questions migratoires, sur les questions identitaires en Italie, est un modèle à suivre? Chaque pays doit avoir son modèle. Chaque pays doit avoir ses objectifs. Chaque pays doit porter ses ambitions et ses choix. Mélanie, elle a régularisé 452 000 clandestins. Alors que quand elle faisait campagne, elle promettait zéro régularisation. À un moment donné, il faut faire de la réelle politique. Il faut être pragmatique. Mélanie, elle a fait face au patronat italien, qui a dit on a besoin de main-d'œuvre. Ils sont là, ils bossent, ils ne sont pas déclarés. Donc, on a besoin à un moment donné d'avoir une régularisation. Elle a régularisé 452 000 clandestins. Ce que la France ne fait pas, alors que ce n'est pas Marine Le Pen qui est au pouvoir. Donc, et Mélanie est censée être à la droite de la droite. Mélanie entretient les meilleures relations avec l'Algérie. Mélanie a 23 milliards de relations avec l'Algérie sur le plan économique. Et elle a lancé un plan qui s'appelle le plan Mattei. Le plan Mattei, c'est un plan qui a vocation de mettre en place des coopérations avec les pays du continent africain. Mais Mélanie, tout Mélanie qu'elle est, elle dit « je veux qu'on parle d'égal à égal ». Je veux qu'on parle de manière respectueuse.
Et moi, je n'ai pas aujourd'hui le fardeau du passé colonial. Et elle-même a dit en campagne que la France avait une posture arrogante avec le continent africain. Mélanie a dit que la France avait une posture arrogante avec le continent africain. Donc à un moment donné, il faut qu'on se regarde en face. Il faut qu'on balaye devant notre porte. Parce que les autres avancent. Les autres font preuve de pragmatisme. Je veux dire, quand je vois Mélanie qui a des relations excellentes avec l'Algérie, je me dis, mais qu'est-ce qu'on attend ? On a 6-7 millions de diaspora algérienne sur notre sol, qui sont des acteurs économiques, qui font rayonner la France. La directrice générale de l'Institut Pasteur est une Algérienne. La directrice générale de Peugeot Europe est une Algérienne. Donc, les 2 Césars qui ont été reconnus dans le cinéma français, les 2 derniers, il y en a un qui est franco-algérienne, César du meilleur acteur, et la meilleure actrice, c'est une franco-tunisienne algérienne. On a aujourd'hui une diaspora qui rayonne, qui sert la France, qui fait briller les couleurs bleu, blanc, rouge. À quel moment on va utiliser cette diaspora pour créer un trait d'union, un pont ? On va laisser les gens ériger des murs ? On va laisser les Bardella, Vauquier, Ciotti, Retailleau dans leur posture de nostalgie d'une France dominante qu'elle n'est plus, la France. La France doit être un pays respectueux avec ces pays du continent africain et l'Algérie pour commencer, au nom de notre histoire. Reconnaissons les pages sombres de la colonisation. Reconnaissons. Ça n'est pas faire acte de repentance. Moi, je suis français. Je veux dire, comme d'autres Français de ma génération, on n'est pas porteur des méfaits de la colonisation. Donc ça ne devrait rien nous faire de reconnaître qu'à un moment donné, la France a été lamentable dans cette période de l'histoire. Lamentable. Ça ne veut pas dire que tous les pieds noirs l'ont été. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de lien entre des Français et des Algériens pendant cette période. Parce qu'il y a des Français qui ont grandi avec des Algériens en Algérie, qui n'ont pas été des colons. Vous savez, il y a une phrase de Larbi Ben Midi. Larbi Ben Midi, dont le président Macron a reconnu donc, sa mort sous la torture de Ossarès donc, en 1957. Larbi Ben Midi est un grand révolutionnaire algérien, de Constantine. Donc une voix, une tête pensante de la révolution algérienne. Il a dit, donc, au congrès de la Soumam, donc, en 56, en août 56, notre ennemi, ce n'est pas le français, c'est le colon. Et lorsque nous obtiendrons notre indépendance, tous les Français qui voudront rester en Algérie seront les bienvenus. Il n'y aura plus de colonisation. Il n'y aura plus de code de l'indigénat. Il n'y aura plus de domination. L'Algérie sera algérienne. Ça veut tout dire. Ce n'est pas le français l'ennemi. Ça n'a jamais été le français l'ennemi. C'est le colon. Parce que la colonisation est un régime abject. Karim Zeribi, vous décrivez l'Algérie comme un pays au potentiel économique immense. Néanmoins, les candidats au départ à l'exil, de manière légale ou illégale, restent très nombreux. Comment est-ce que vous le justifiez ? Comment vous expliquez qu'énormément de Français veulent vivre à l'étranger ? On est un grand pays, il fait bon vivre. Comment vous expliquez qu'énormément de Français ne voient pas leur avenir en Algérie, en France ? Comment vous expliquez que des Français veulent aller faire des études aux États-Unis, au Moyen-Orient, à Londres, et à un moment donné, ne reviennent pas ? Pourtant, la France est un grand pays. Moi, je pense qu'on pense toujours, quand on est jeune, que l'herbe est plus verte ailleurs. C'est un syndrome qui frappe toutes les jeunesses. Après, je ne dis pas qu'il y a des opportunités pour toute la jeunesse algérienne. Et il faut les créer, ces opportunités. Et au-delà de la jeunesse algérienne, le continent africain, lorsqu'il se développera comme il se doit, fera en sorte effectivement de permettre des opportunités pour sa jeunesse. Et l'Algérie est en train de le faire. Il y a énormément aujourd'hui d'emplois qui sont offerts, qui n'existaient pas. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, nous l'avons abordé, l'Algérie importait, l'Algérie ne fabriquait pas. Donc, le temps que cette économie de la diversification se mette en place, que les opportunités économiques puissent à un moment donné voir le jour, que les emplois puissent être à la portée de cette jeunesse algérienne, dont 2 millions est à l'université aujourd'hui. 2 millions de jeunes Algériens sont à l'université aujourd'hui. 98% des enfants algériens sont à l'école élémentaire. Ce sont des chiffres énormes et on sait que l'éducation est un poste fondamental pour toute nation. Donc l'Algérie est en train d'investir sur l'avenir en diversifiant son économie, elle gardera sa jeunesse. Après, il y a, ce que certains imaginent, l'Europe, continent Eldorado, Eldorado que nous ne sommes plus. Il faut le dire. Et d'ailleurs, vous parlez du départ d'une partie de la jeunesse algérienne, mais vous ne parlez pas de la remigration d'une partie de la diaspora. Ça signifie quoi ? Si vous avez une partie de la diaspora qui revient en Algérie, comme une partie de la diaspora qui revient en Tunisie, comme une partie de la diaspora qui revient au Maroc, donc ces diasporas maghrébines qui reviennent dans leur pays d'origine, c'est bien que cette diaspora estime qu'il y a un avenir dans leur pays d'origine.
Donc il y a un phénomène qui peut être contraire, une jeunesse qui se dit l'herbe est plus verte ailleurs, mais une jeunesse aussi qui se dit mon avenir est dans un pays en plein développement, en plein essor. Et c'est là qu'il y aura des opportunités. Donc il ne faut pas tirer d'enseignements trop rapides. On va terminer en parlant de foot, Karim Zeribi. Vous avez déclaré Didier Deschamps a un problème avec les Algériens. La Fédération française de foot a déposé une plainte contre vous. Déjà, pourquoi une telle sortie et est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette perception? Écoutez, lorsque j'ai évoqué à la radio la relation que Didier Deschamps me semblait avoir avec les joueurs d'origine maghrébine, plus largement, et d'origine algérienne en particulier, je m'appuyais sur des éléments factuels. Vous savez, en 2016, il y a eu la Coupe du Monde au Brésil, donc, pays du football. Donc, il y a un joueur qui s'appelle Samir Nasri, qui avait fait une saison phénoménale à Manchester City. Tout le monde pensait qu'il allait être sélectionné. Il a été mis sur le côté, il n'a pas été pris dans le groupe France. Alors que Nasri rêvait de ça. Et certainement a mis les bouchées doubles pour porter le maillot tricolore. Il n'y a pas eu d'explication pourquoi Samir Nasri n'a pas été sélectionné. Vous aviez dans le même temps un joueur qui s'appelle Ben Arfa, Hatem Ben Arfa, franco-tunisien, qui avait fait une saison phénoménale à Nice, au GC Nice. Et il a permis à Nice, je dirais, d'être au haut du classement, dans le haut du classement. Il avait fait des exploits quasiment toute la saison, marqué des buts, passes décisives et tout. Ben Arfa, pas sélectionné par Didier Deschamps. Le même Ben Arfa qui jouait à l'Olympique de Marseille, sous Didier Deschamps entraîneur, qui ne jouait pas, qui était souvent remplaçant, qui était vraiment mis en balance en permanence. Ensuite, vous avez eu le cas Benzema, affaire de la sextape. Benzema mis en examen. Vous avez des ministres aujourd'hui, mis en examen, qui sont ministres de la République française. On a estimé que Benzema, 15 ans au Real de Madrid, plus grand club au monde, donc une constance exceptionnelle, ballon d'or, on a estimé que lui ne pouvait pas venir en équipe de France. C'est énorme quand même. Benzema revient finalement, donc Deschamps semble lui faire confiance, mais Benzema repart pendant la Coupe du Monde au Qatar par la petite porte aux aurores à 6h du matin. Que s'est-il passé? Je veux dire, alors qu'en réalité, on disait Benzema avait une blessure, pas blessure. Benzema, quelques jours après, il jouait avec le Real de Madrid, il reprenait l'entraînement. Et dernièrement, vous aviez Cherki, Akilouche et Fekir, qui sont 3 joueurs remarquables, et pour 2 d'entre eux qui n'ont pas été sélectionnés, qui ne sont pas appelés, et un qui a été sélectionné pour la dernière Coupe du Monde, mais qui n'a pas joué, qui était sur le banc. Donc moi, amoureux du football, ancien footballeur, parce que j'ai commencé ma vie professionnelle en étant stagiaire professionnel, et j'en ai fait mon métier. Je me pose des questions. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas, parmi toutes ces pépites, ces joueurs fantastiques, de franco-maghrébins, sélectionnés en équipe de France? Non, moi je pose un constat factuel, je dirais, sur des faits. Ensuite, si la Fédé a estimé que Didier Deschamps était blessé ou la Fédé était blessée, je rappelle quand même qu'on a une fédération française de football qui a parlé à un moment donné de quotas. De quotas dans le monde du football. De quotas. On regarde la couleur de peau, de l'origine des gens. C'est pas moi qui l'ai dit. Je veux dire, c'est des gens de l'intérieur. Je veux dire, à un moment donné, tout à l'heure, nous parlions de quoi? Nous parlions de la problématique dans cette société française de ne pas traiter les citoyens de la manière, je dirais, la plus égale possible au nom de l'égalité républicaine, mais plutôt en fonction de leur origine, de leur confession religieuse. Moi, je ne veux pas qu'on soit dans cette France-là. Moi, je défends une France républicaine. Une France républicaine, c'est l'égalité de traitement pour tous. L'égalité de traitement pour tous, ça veut dire que ce qu'on accorde pour les uns, on l'accorde pour les autres. Et ce qu'on refuse aux uns, on le refuse aux autres. Je veux dire, on ne traite pas les citoyens en fonction de l'origine. Ni ethnique, réelle ou supposée, ni religieuse, réelle ou supposée. La France, ça n'est pas une nation ethnique. C'est une nation politique. C'est la grandeur de notre pays. On a des valeurs universalistes. Elles sont enviées, admirées dans le monde. Et certains politiques veulent rétrécir notre pays, le rabougrir. Je veux dire, non, moi je m'y refuserai toujours. Moi je suis fier d'être français. Je suis fier d'être d'origine algérienne. Et ça n'est pas incompatible. Comme bon nombre de Français sont fiers d'être français, fiers d'origine portugaise, italienne, espagnole, polonaise, tunisienne, marocaine, sénégalaise, malienne. C'est la France. La France d'aujourd'hui, celle de demain. Je veux dire, que ça plaise ou pas. Et on a une jeunesse qui va arriver qui est plus métissée que celle que nous avons connue. C'est une réalité. Est-ce que cette jeunesse-là aimera moins la France que ces générations précédentes? Je ne le crois pas.
En revanche, attention aux postures politiques. Si on a des postures de rejet, de stigmatisation, d'amalgame négatif, on va pousser une partie de la jeunesse à s'interroger sur sa francité. Suis-je réellement français? Me considère-t-on réellement comme tel? Alors que j'aime la France, que je suis passé par l'école républicaine, j'ai fait mes preuves, je travaille, je respecte les règles. Mais on me montre du doigt. Il y a un sujet là quand même à un moment donné. On veut quoi? Affaiblir notre pays? Mais moi je ferai tout pour que notre pays soit fort de tous ses enfants. De tous ces enfants, quelle que soit leur couleur de peau, leur religion, leur origine. Parce qu'à un moment donné, ce qui fait que nous faisons communauté nationale, c'est que nous avons une communauté de destin, une communauté de valeurs, pas une communauté ethnique, pas une communauté religieuse. Et certains ont une forme de nostalgie d'une France qui n'existe pas et qui n'a même peut-être jamais existé depuis que la République est République. Et c'est ça qu'il faut dire et répéter. Et je regrette qu'il n'y ait pas de femmes et d'hommes politiques qui portent un discours fort. Parce qu'on a soit l'extrême droite, soit des discours, je dirais, qui flatteraient le communautarisme et le repli. Moi, je veux ni l'extrême droite, xénophobe, raciste, islamophobe, ni le communautarisme de repli. Moi, je veux une France républicaine. On a une voie là. Il faut la réouvrir. Elle est magnifique. Elle est une opportunité. C'est celle-là qui fera grandir notre pays. C'est celle-là qui le rendra fort. Ce n'est pas la voie de l'exclusion, du rejet, de la stigmatisation et des amalgames. Et aujourd'hui, on est pris dans l'étau de ces discours de radicalité des uns face aux autres. Il faut aujourd'hui, à l'aune de cette élection présidentielle qui arrive, donc ouvrir une nouvelle voie. Elle est possible. J'espère qu'il y aura des femmes et des hommes qui vont se lever pour la proposer. Parce que ce n'est pas la manière dont les débats sont menés que notre pays va sortir grandi. Vous vous rendez compte qu'on a Nicolas Sarkozy qui est frappé d'une décision de justice, Marine Le Pen qui est frappée d'une décision de justice, et quand on les écoute, il faudrait que la justice, qu'ils appellent à la sévérité, à l'autorité, donc ces gens-là, ne le soit pas pour eux. Ils ont fauté. Ils ont fauté. Il y a un rapport de 152 pages qui dit que Marine Le Pen et ses amis ont volé l'argent public, ont détourné l'argent public. C'est pas rien quand même. Et on veut nous faire croire qu'on veut la faire sortir de la campagne présidentielle. Mais ça n'autorise pas tout d'être candidat à la présidentielle. Ça n'autorise pas de bafouer les lois de la République. Ça n'autorise pas de voler dans les caisses de l'État l'argent des concitoyens. Je veux dire, l'argent de l'Europe, c'est l'argent des citoyens français. Donc, et aujourd'hui, on a l'impression qu'on balaye ça d'un revers de main. C'est un scandale, les juges. Alors je vais vous dire, quand vous avez des dealers qui parlent des fonctionnaires de police en mettant leur nom, leur prénom. Donc on dit, c'est scandaleux, c'est racaille, on leur met une cible dans le dos aux fonctionnaires de police. Et je suis d'accord. Mais quand vous mettez une magistrate, son nom, son prénom, son adresse, et que vous dites que pique-pente sur elle, et avec toutes les injures, vous ne les mettez pas une cible dans le dos? Vous ne vous comportez pas comme des racailles, là? Donc à un moment donné, il va falloir qu'on arrête ce deux poids, deux mesures. Soit la justice, on appelle à de l'autorité, au respect des règles, à la lutte contre la corruption, à la lutte contre les détournements de fonds publics, pour tout le monde, mais pour tout le monde, avec la sévérité qui s'impose, soit on demande une justice laxiste pour tout le monde également. Là, aujourd'hui, la justice est appliquée, les lois sont appliquées, votées par le Parlement. On voudrait effectivement qu'on fasse une exception pour Marine Le Pen et ses amis, ou pour Nicolas Sarkozy. Au nom de quoi? La République, c'est l'égalité des citoyens face à la loi et face à une justice républicaine indépendante. Qu'on se le dise. Et moi, je suis outré de voir toutes ces positions. Oui, mais c'est pas normal, ils auraient pu ne pas mettre l'inéligibilité. Moi, j'ai été condamné. J'ai été condamné de l'inéligibilité. J'ai pris 5 ans d'inéligibilité pour 6 000 € d'abus de bien social. Vous savez ce que c'est l'abus de bien social? C'est quand vous utilisez l'argent de votre entreprise que vous avez gagné à des fins dont les juges estiment qu'elles ne correspondent pas à l'objet de l'entreprise. 6 000 €, 5 ans d'inéligibilité. 4,2 millions détournés sur un rapport de 152 pages par la juge, donc 5 ans d'inéligibilité pour Marine Le Pen. Attendez, moi je peux crier au scandale, moi je peux crier à l'injustice. On a voulu m'écarter de la course politique à Marseille, parce que j'aurais été candidat à la mairie de Marseille, parce que j'aurais été candidat à la députation dans les quartiers nord de Marseille, où j'avais fait 21%. 8 jours après mes 21%, lettre anonyme au parquet. 8 jours après, lettre anonyme au parquet, pour dire vous devriez regarder dans les comptes de Karim Zeribi. Et je suis inéligible pendant 5 ans pour 6 000 € d'ABS. Je n'ai pas détourné les fonds publics, moi. Je ne me suis pas enrichi, moi. Je veux dire, c'est sur ma société privée personnelle qu'on est venu m'attaquer. Donc, à un moment donné, il y en a marre. Moi, quand je les entends se plaindre, je me dis, mais attendez, la justice, oui, elle peut paraître injuste,
Mais pas que pour vous. Pour vous, elle ne l'est peut-être pas, mais pour d'autres Français, elle l'est. Donc, et quand je vois le Premier ministre, quand je vois les politiques voler au secours de Marine Le Pen, c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas le cul propre, comme on dit. C'est peut-être parce qu'ils ont des choses à se reprocher. Et ils ont peur que demain, la sanction qui fera Marine Le Pen va les frapper. C'est peut-être pour ça aussi. Il faut dire les choses. Moi, je le dis très clairement, cette décision qui a frappé Marine Le Pen est loin d'être scandaleuse. Elle est normale. C'est l'application de la loi. Car moi, j'ai vécu la justice comme je l'ai vécu, moi je peux crier au scandale. Moi je peux crier à l'injustice. Ça n'a intéressé personne. Les gens sont allés raconter que je dirais des mensonges sur ce qui m'était arrivé. J'ai rien dit. J'ai changé de voie. J'ai monté mon entreprise. Donc, je poursuis ma vie sereinement. La justice, j'ai pris acte. Mais là, c'est pas parce que Marine Le Pen est candidate à la présidentielle qu'elle doit échapper à la justice républicaine, alors qu'elle a détourné avec ses amis 4,2 millions d'euros sur un rapport de 152 pages, avec une enquête qui a duré 9 ans. C'est pas rien ce qui est en train de se passer. Et ils n'en parlent plus. Dans tous les médias, dans tous les débats, oui, est-ce qu'on aurait dû prendre la mesure d'inéligibilité, exécutoire, pas exécutoire, vous savez, en tête dans les sondages. Mais alors, si un rappeur, il remplit Bercy, alors, et qu'il a fait des bêtises, on ne va pas le condamner. Il remplit Bercy, il est populaire. Donc on n'en sort plus avec ça. On n'en sort plus. Ce n'est pas les sondages qui doivent guider les décisions de justice. Ce n'est pas les sondages. C'est les faits. Rien que les faits. Et là, les faits, ils semblent graves. Merci Karim Zeribi. Merci à vous.